C'est de ce côté-là. Et bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Bonsoir. Sylvain, je te laisse faire l'intro de petit... C'est moi qui fais du coup. Allez, Ouais, allez. j'apparais pas à l'écran, mais c'est pas très grave. Donc bonsoir à C'est vrai tous. qu'Anthony, tu pourrais inclure Sylvain à l'écran. Ouais. On est ravis d'accueillir tout ce monde chez Hippon ce soir pour vous parler d'une thématique qui nous tient à cœur de façon générale, qui est l'architecture au sens large du terme, et dont vont nous parler Cédric et Arthur. Alors pourquoi ce thème? Juste en deux mots, on est organisé chez Hippon sur des communautés de pratique, sur des practices, dont Cédric est le leader de la première practice en termes de nombre chez Hippon. Commence pas à faire des combats là. Qui est le software engineering. Par expérience, je peux vous dire que cette practice-là, il y a des débats sans fin sur ce qu'apportent les bonnes pratiques de l'architecture hexagonale, mais pas que. Qui doit en avoir le leadership? Comment c'est installé? Est-ce que ça doit être systématique? Toutes ces questions-là. Et au-delà de ça, on a des discussions avec les clients qui nous disent que souvent que c'est très bien, parfois que quand même le gap pour y arriver est compliqué, ou que c'est contraignant, ou que ça prend du temps, que c'est pas le bon moment, etc. Et on sait que Arthur partage aussi tous ces questionnements-là, et j'ai vu des discours entre Cédric et Arthur. Et comme on aime bien la facilité, on s'est dit que ces sujets-là, on les adresserait bien, non pas que entre nous, mais avec tous ceux qui veulent participer. Donc c'est ce dont on va vous parler ce soir. Je laisserai encore une fois Arthur et Cédric présenter ce qu'ils ont imaginé. Mais ce qu'on espère, c'est que ce sera le plus participatif possible. Et je m'adresse à tout le monde. On espère ne pas avoir le temps de tout traiter, de façon à pouvoir en faire une série et de pouvoir recommencer. Et sur ces mots, je vous souhaite à tous une bonne soirée et une bonne participation. Merci beaucoup. Merci bien. Arthur, je te laisse faire une petite intro effectivement de ce côté participatif. Ouais, donc le format qui a été choisi ce soir, c'est un format fishbowl. Alors le nom, on pourrait le traduire par bocal à poisson. C'est peut-être pas très glorieux, mais et donc l'idée, c'est que le setup qui a été choisi, c'est un setup à 4 chaises. Donc là, on en occupe 2, toi et moi. L'idée, c'est qu'à tout moment, sur ces 4 chaises, il pourrait y avoir que 3 personnes assises. Et si une 4e personne de l'assistance vient nous rejoindre, en fait, elle en éjecte mécaniquement l'une des 3 autres. Ce qui permet de favoriser la discussion entre, d'abord nous au début, mais tous ceux qui viennent nous rejoindre et qui ont quelque chose à apporter au débat. Voilà, donc c'est un format qui marche très bien pour du kata, mais notamment du mob programming, mais aussi pour de la discussion comme ce qu'on va avoir ce soir. Au top, merci beaucoup Arthur. De rien. Et moi je vais faire l'intro sur la partie de quoi est-ce qu'on va parler. Parce qu'en fait on va parler de beaucoup de choses. Tu as commencé à faire l'intro effectivement Sylvain. On va parler d'architecture. Et on s'est dit qu'en fait qu'on pourrait parler à peu près 8 heures d'architecture sur un seul thème et se laisser guider au long de la nuit. Facile. Au moins ça. Et en fait on va essayer de segmenter en trois grands thèmes pour donner un peu plus de lisibilité et pour vous inclure un peu plus facilement aussi, parce qu'il y a peut-être un thème sur lequel vous voulez dire quelque chose et d'autres vous avez peut-être moins de choses à dire. Et donc ces trois grands thèmes, c'est, alors on va commencer effectivement à s'entretuer sur l'architecture hexagonale. Donc avec Arthur, peut-être qu'on arrivera à survivre tous les deux jusqu'à la fin, je ne sais pas. Donc architecture hexagonale, est-ce qu'il faut systématiser cette approche? Qu'est-ce que ça apporte? On va parler d'évolutivité dans les SI, d'adoption, de culture, de plein de choses comme ça. Le deuxième thème, c'est plutôt de l'ensemble des pratiques à l'échelle d'un système d'information, pas forcément sur une application. On a des entreprises où on vient faire des choix d'architecture globalisés. Par exemple, on force le choix d'un framework Angular pour toutes les équipes de développement. D'un côté, on a les équipes de dev qui veulent rester très très autonomes sur leur choix d'outils. Angular, ça reste un outil parmi tant d'autres. Et de l'autre côté, on a plutôt une vision architecturale, urbanisation, de se dire il faut peut-être essayer de réguler pour la partie peut-être licence, la partie pérennisation des pratiques, donc partage des connaissances, RH, ouais. Exactement. Donc ça c'est le deuxième thème. Et le troisième thème, on ira sur la partie documentation. Comment la documentation vit dans une application qui passe de plus en plus agile, sur laquelle il faut réagir de plus en plus à l'apport de valeur en production. On avait des DAT, donc des dossiers d'architecture technique avant. On en a toujours maintenant sur quelques projets. On va parler potentiellement des dossiers d'architecture technique. Qu'est-ce que ça offre? Quels sont les avantages, les inconvénients? On va parler des nouvelles pratiques potentiellement avec des ADR, Architecture Decision Record, qui sont des moyens de faire de l'architecture un peu plus pas upfront justement, j'ai pas mis mon mot. Émergente, merci beaucoup.
bottom-up, tout ça. Et donc, on ira vraiment sur ce volet documentation. Donc, 3 volets. On va essayer de se dire qu'on tiendra dans les 20 minutes chaque volet. On n'y arrivera pas. Non, mais c'est Anthony qui fera le timekeeper. Je pense qu'Anthony va nous couper les micros. Il n'a pas envie. Bon, on essaiera. Et donc, on se présente très rapidement. Allez. On s'est dit qu'on se présentait en moins d'1 heure. Ouais, ça devrait aller. Je commence. Allez, va. Donc, moi, c'est Arthur Nozeda. Je travaille au laboratoire Boiron. J'ai une 20aine d'années d'expérience déjà. Que le temps passe vite. D'abord, une expérience bac très teintée de Java. Un peu d'enseignement. J'ai été prof à Epitech et à Subinfo. Et maintenant, je m'occupe du développement des sites web de notre laboratoire avec une équipe de joyeux loufoques dont un certain nombre est ici ce soir. Et donc là, j'occupe plus des rôles, un rôle plus infrastructure et un rôle data qui sont nouveaux pour moi, mais qui offrent de nouveaux horizons par rapport à ma lecture du monde très back-end à la base. Au top. Merci beaucoup d'avoir au moins d'une heure. Très concis. J'ai essayé d'en faire de même. Donc moi, Cédric Magne. Donc je suis Practice Lead Software Engineering, c'est-à-dire on va dire responsable du corps de métier du développement chez Hippon Technologies. J'ai eu cette particularité qui n'est pas si particulière d'assumer un rôle d'architecte solution explicitement au sein des projets. Donc quand je suis arrivé chez Hippon Technologies, on a fait beaucoup d'open debate sur le rôle de l'architecte, sur ce que ça veut dire, tout ça, donc les casquettes qu'il encaisse. Et donc j'ai aussi beaucoup découvert l'architecture émergente vis-à-vis de l'architecture upfront que j'avais beaucoup pratiqué, on va dire, dans les systèmes, même si on essayait d'être de plus en plus émergent, on ne l'était peut-être pas tant que ça. Et donc j'ai un peu cette double casquette d'avoir vécu des projets un peu plus cycle en V, plus upfront, et d'avoir vécu au contraire des projets qui étaient très émergents avec des pratiques à base de TDD sur l'émergence de besoins et voilà, une culture produit. De toute façon, si tu as démarré le métier à peu près au même moment que moi, le design émergent, ça n'existait pas vraiment. En tout cas, c'était confidentiel. Peut-être que vous avez eu la chance sur des projets sur lesquels vous avez été de découvrir ça. Mais j'ai un peu le même début de carrière, c'est-à-dire au début du cycle en V. De toute façon, c'est la façon de faire parce que on s'est inspiré de l'industrie, on s'est inspiré de l'automobile. On a voulu essayer d'automatiser le plus de tâches. On a voulu donner des rôles à chacun pour maximiser la chaîne de valeur et la façon dont on va arriver à réaliser les pièces du logiciel qu'on est en train d'assembler. Et au début, il n'y avait pas ces histoires-là. Il me semble que Domain Driven Design, le livre, le Blue Book, comme on dit, je sais pas, c'est 2005, 2007, un truc comme ça. 2003. Donc effectivement, et ça c'est aux États-Unis, donc avant qu'ensuite ça pollinise, que les gens le lisent, commencent à en retirer la valeur, la substantifique moelle, et se disent tiens mais en fait il y a une bonne idée et ça répond à des problèmes que je me pose au quotidien dans ma façon de designer une solution. Il a fallu vachement de temps, donc moi, perso, j'ai aussi ce début-là, c'est-à-dire du cycle en V au début, plein de questions, je me gratte la tête, comment est-ce que je peux faire un logiciel qui soit maintenable? J'arrive aux architectures émergentes, et aujourd'hui, moi, je fais ça. Donc, effectivement, si on veut se situer aujourd'hui, toi comme moi, on est plutôt des crafters dans l'âme. C'est plutôt ça qu'on va essayer de défendre aujourd'hui, mais peut-être que on va essayer aussi de nuancer cette position-là parce que les projets craft viennent avec aussi certaines difficultés. Je crois que c'est Sylvain qui en parlait tout à l'heure pour dire que parfois les clients d'Hippon vous interrogent sur est-ce qu'il n'y a pas une marche à franchir qui est trop importante, et c'est peut-être un peu ce dont on va parler dans le premier volet de l'atelier. Aïe, quelle belle introduction, Arthur. Oh. Magnifique. J'ai révisé devant mon miroir toute la nuit. Non, c'est pas vrai. Et tout ça en une seule phrase. Oui, incroyable. Elles sont très longues. Et donc, effectivement, arrivons sur ce premier volet. Le premier volet qui va nous entretuer. Architecture exa systématique ou non. Donc, on va vraiment arriver sur le thème des pratiques qu'on a sur les projets, sur pourquoi on arrive à parler d'architecture exa, qu'est-ce que ça apporte comme bienfait, quels sont les problèmes. Et est-ce qu'il faut systématiser l'approche ou pas du tout? Alors, on fait un TLDR avant et on essaie de se situer par rapport à ça. Donc moi, est-ce qu'il faut systématiser? Non. Ah ouais, ok. Bon, on va devoir s'entretuer. Ah, c'est le fight.
Est-ce que tu veux entendre mes arguments ou est-ce que tu veux me donner les tiens d'abord? Effectivement. T'es plutôt oui, donc c'est vraiment là. C'est pour ça que ça s'appelle un débat. Sinon, ça aurait été vraiment chiant. On aurait tout dit, non, c'est bon. C'est thématique suivante. Ah non, maintenant, on va détailler quand même. Alors, moi, ce que je veux dire, c'est que d'abord, du côté, moi, je suis côté client, on va dire. Je vais assumer mon côté client ce soir. Je vais me situer. Je suis petit laboratoire, tout ça, petite PME lyonnaise. Vous êtes société de service ESN, on dit maintenant, ESN, et quelque part en plus plutôt pionnier sur des technologies et sur des approches. Donc quelque part, j'en attendais pas moins de vous d'être sur un oui franc et massif sur l'architecture hexagonale ou sur des approches émergentes, parce que de cœur, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est pas là-dessus où en fait je reviendrai, parce que il me semble que une architecture hexagonale aujourd'hui, quand je la mets en pratique à titre personnel avec mes compétences et avec des gens qui sont capables de me suivre là-dessus, ou c'est moi qui les suis, ça arrive aussi, il faut rendre à César ce qui lui appartient. Je pense que c'est là où je fais les meilleurs projets. Mais là où je veux en venir, c'est que j'ai pas toujours la possibilité de travailler avec des gens qui sont convaincus de ces approches-là, et parfois quelque part je me dis c'est trop difficile d'envisager de faire grimper le niveau des gens avec lesquels je vais travailler pour les emmener sur une architecture hexagonale qui va être potentiellement mal comprise, donc mal implémentée, et sur lesquelles finalement je vais avoir un gros volant de rework dessus. Je parle même pas de refactoring, c'est pas du refactoring, c'est du rework, et donc quelque part pour le projet ça peut être dangereux. Donc voilà, mon principal argument, il sera aussi de compter les forces en présence au moment de réaliser le projet, de faire partager aussi une décision collégiale, parce que moi j'aime bien l'idée que en tant qu'architecte, c'est pas moi qui dis on va faire les choses comme ça, parce que bien souvent cette décision-là, elle va être assumée aussi par le reste de l'équipe, et je vais pas être capable, ni même, sans parler de l'envie, de réparer toutes les choses qui dérogeront à une belle architecture hexagonale bien implémentée. Et donc, je préfère faire aussi avec les forces en présence, parce que le but, c'est quand même de faire le projet ensemble. Ok. Des arguments ça t'épate, ça. Ouais, franchement, des arguments plutôt bien détaillés. Ça va. Merci. N'hésitez pas. Il y a des chaises de libre. Si vous voulez nous rejoindre sur ce thème, je ne veux pas regarder Victorien parce qu'il me juge déjà. N'hésitez pas à venir vous asseoir et à prendre un micro. Avec plaisir, rejoignez-nous. Moi, pourquoi est-ce qu'effectivement j'arrive sur la partie architecture hexagonale? Je comprends effectivement la partie culture du changement. Comment est-ce qu'on apporte ce changement dans les équipes? Moi, je suis plutôt sur la partie frustration de pas arriver sur une solution qui nous apporte beaucoup de maintenabilité. C'est-à-dire que quand on va faire un démarrage de projet, effectivement, peu importe l'architecture, souvent on va arriver globalement à apporter de la valeur en production très rapidement. Je me retrouve très vite frustré sur la partie penser un peu plus long terme et me dire que j'ai vécu beaucoup trop de migration Angular, Spring Boot. Tu es blessé. PostgreSQL, beaucoup trop de choses. Et on se dit, ah non, on peut surtout plus y toucher parce que ça va nous coûter à peu près 3 mois de développement parce que, en fait, les annotations sont de partout dans le code, elles nous ont envahis. Et donc, l'architecture hexagonale, c'est, à mes yeux, quelque chose qui n'a pas non plus énormément de valeur sur du court terme, mais qui, plus on avance en fait dans le temps, plus va prouver sa valeur et sa partie, ce confort en fait en tant que dev de nous apporter de notre vélocité, de maintenir notre vélocité à titre constant. Il n'y a pas que l'architecture hexagonale évidemment qui va pas garantir ça. Il y a le filet de sécurité potentiellement apporté par des pratiques de testing comme TDD, comme des différentes typologies de tests qui nous apportent cette confiance. Mais j'ai pas encore réussi à retrouver depuis qu'on m'a jeté dans ce bain d'architecture hexagonale un projet sur lequel je me dis effectivement là l'architecture hexagonale, c'est peut-être overkill. Moi, je peux peut-être te donner quelques exemples. Mais tu vas voir qu'ils sont marginaux. C'est-à-dire que je pense que notre zone de recouvrement est quand même plus importante que les différences qui nous opposent, dans la mesure où je te suis à 80%. Je pense que la plupart des projets qui sont intéressants et sur lesquels vous travaillez tous sont des projets qui ont une certaine envergure, qui mobilisent un certain nombre de personnes au quotidien et sur des longues durées. Et donc, effectivement, à un moment donné, cet aspect maintenance et cet aspect je peux avoir du turnover, je peux avoir de nouvelles personnes qui vont venir, il y a des accidents dans la vie, j'ai envie de déménager, etc., vont faire qu'il faut maximiser la capacité de quelqu'un à rentrer sur ce projet-là, la capacité de quelqu'un à sortir sans que ce soit vécu comme
comme un drame. Donc là-dessus, effectivement, si le projet a une typologie qui ressemble à peu près à celle-là, ce qui à mon avis est 80% des projets, alors oui, bien entendu, parce que effectivement, la valeur de la maintenance et aussi le confort que tu vas offrir à tes métiers en leur garantissant que malgré les changements de framework, malgré les changements d'équipe, son métier va rester stable et a new challenger arrives. Ça, c'est bien. C'est très très bien. Je pense qu'on peut être d'accord. En fait, moi, je vais avoir sur certains projets, je vais me poser la question est-ce que, par exemple, le projet est pas de toute petite taille ou cherche juste à prouver quelque chose de particulier. Donc, je pense à des projets tout à l'heure, on parlait un peu en off de no code, où quelque part, on va vouloir peut-être prouver une idée métier dans le cadre d'un hackathon, dans le cadre ou peut-être que quelque chose un peu plus long, un truc qui va durer 1 mois, 2 mois, 3 mois. Peut-être qu'à ce moment-là, l'architecture hexagonale, justement, je vais clairement pas la mettre en œuvre parce que elle devient un ralentisseur, comme les tests unitaires, là, pour le coup, sur ce que je cherche à prouver, quelque part. Mais on est d'accord que c'est pas la majorité des projets qui sont comme ça. Un autre type, c'est ce que je disais sur si les compétences sont pas présentes, mais ça, je l'ai déjà un peu évoqué. Un troisième cas, ça sera des projets qui seraient très crud. Alors, j'ai pas eu le cas aujourd'hui, mais ça a failli arriver dans certains cas, où j'aimerais bien expérimenter avec des approches comme des frameworks Grails, qui permettent en fait de générer directement l'application à partir de la base de données, et où je me dis, finalement, l'application, est-ce que c'est pas la jeter à la poubelle totalement à chaque fois que le modèle évolue, puisque finalement, c'est le modèle qui drive, mais le modèle de base de données cette fois-ci. Et donc là, pareil, si je remets une architecture hexagonale sur une appli qui est en fait, on va se le dire, un tableur Excel glorifié, je pense que là aussi, je suis overkill. Et mes phrases sont beaucoup trop longues. Merci pour merci de nous rejoindre. Vos arguments jusque-là, c'est super intéressant. Moi, c'est Timothée Scherer. Je suis développeur, comme tout le monde ici, je pense. J'avais une question je voulais revenir sur l'argument de la montée en compétences, Arthur. Est-ce que, en fait, c'est pas vraiment un argument, c'est plutôt une question de toi, est-ce que dans ton expérience, tu as eu des équipes qui n'étaient pas au niveau en termes de compétences et que tu as amené en compétences, que tu as fait monter en compétences pour pouvoir justement avoir une architecture hexagonale, faire évoluer, etc. Et puis comment tu as fait pour ça? Alors, merci pour la question. Alors, je vais dire oui, j'ai essayé de me faire monter en compétences et avec des succès variables. Et c'est là où je veux en venir. C'est-à-dire que tu as des personnes qui ont très envie de découvrir les bienfaits, ce que tu disais tout à l'heure, de la sérénité que nous apporte une approche qui nous permet de faire des softs plus maintenables et qui nous évite d'avoir une charge mentale de dingue, parce que dès qu'on va faire un changement, il faut penser à 1 million de choses qui peuvent casser dans l'application. Donc tu en as qui se disent, moi j'ai beaucoup souffert sur mes projets, j'aimerais bien découvrir ça. Donc quelque part, ils sont volontaires. Et puis, tu as d'autres personnes, j'en ai rencontré, qui n'ont pas forcément envie de ce changement-là. Et là, ça commence à devenir difficile. C'est-à-dire que, tu vois, j'ai humblement exercé le métier de pédagogue en informatique, c'est ce que je disais en introduction. Ça peut aider d'avoir donné des cours et de connaître un peu sa matière pour l'enseigner. Mais des fois, tu as des élèves récalcitrants. Dans ces cas-là, j'ai pas beaucoup de solutions que de laisser... alors, j'ai 2 possibilités. J'ai la possibilité de me séparer de la personne pour dire c'est pas possible, en fait, on n'est pas aligné sur la façon de faire le projet, et donc le mieux, c'est qu'on aille faire 2 chemins différents parce qu'on va pas s'entendre, on va pas être heureux. Ou il y en a une autre, c'est de dire, écoute... montre-moi que ton approche est meilleure, et quand tu auras un problème, tu reviens me voir et je te donnerai peut-être ce qui, à mes yeux, était une solution, mais que tu n'as pas voulu entendre à ce moment-là. Ça marche un peu. Donc là, les copains pourront témoigner. Souvent, je leur dis, par exemple, vous voulez mettre Lombok. Moi, je suis pas d'accord avec Lombok en tant que solution. On est un peu plus sur le 2e sujet. Mais quelque part, qui suis-je pour vous empêcher de tester ça si vous avez envie de vérifier par vous-même que c'est probablement pas une très bonne idée? Je sais pas si ça répond à tout. Mais voilà. Oui, c'est intéressant de voir. En fait, tu as les 2 situations qui arrivent. Et en fait. Mais si les gens ont envie, je les emmène, c'est sûr. Voilà, donc s'ils ont envie, toi, tu les emmènes facilement. Je sais pas si je les emmène facilement, mais déjà, eux, ils sont moteurs, donc clairement, ils ont envie d'y aller. Donc moi, j'ai plus qu'à accompagner le mouvement. Tu sais, c'est le nudge. Tu sais, tu donnes juste un petit coup de coude et les gens, ils vont tout seuls. Et après, effectivement, tu peux donner les éléments de théorie, mais globalement, ils ont envie, donc c'est facile.
Qui es-tu, Alexis? Bonjour, tu viens de le dire, donc tu viens de foirer mon intro. Donc, non, enfin, je viens juste, je me permets d'interrompre parce que donc en fait c'est un petit retour d'expérience 3615 My Life. Donc en fait je travaille avec Arthur justement chez Boiron. Et je suis aussi un vieux de la vieille, avec plus de 20 ans de développement. Et l'architecture hexagonale, avant de rentrer chez Boiron, j'en avais vaguement entendu parler. J'avais vu des démos à des conférences tech, etc. J'étais pas très convaincu de la chose, donc je me suis dit, tiens, ça sera l'occasion en fait de voir ce qu'il en est. Donc en gros, ça rejoint en fait ce que tu disais tout à l'heure à propos notamment de l'équipe. Donc moi, en fait, je suis plutôt du genre à essayer effectivement tout un tas de nouveautés, etc. Enfin, je me suis dit, c'est l'occasion de pratiquer, de découvrir une nouvelle façon de faire, parce que ça faisait 20 ans que je faisais environ, que je faisais toujours le même genre d'architecture en couche, etc. Donc je me suis dit, on va tester. Ça a été un peu laborieux, on va dire, donc d'où le fait que je suis un peu aligné avec toi, ça dépend les équipes. Je pense qu'en fait, il faut que tu aies pas mal de gens qui aient envie, et surtout des gens qui soient moteurs et qui puissent aider, parce que je suis arrivé dans l'équipe, mon prédécesseur s'était enfui avant même que j'arrive, donc je suis arrivé sur le projet un peu en mode découverte, quoi. Donc Arthur m'avait quand même briefé un peu avant sur comment ça fonctionnait, sauf qu'ensuite, il a fallu que je me forme directement en live sur l'architecture hexagonale en étant catapulté sur un projet où au début, j'avoue, je ne comprenais pas grand-chose. Donc, à comment ça marchait. Même en ayant eu un petit vernis, quand on a 20 ans d'architecture en couche, c'est quand même très difficile même d'arriver à se mettre un peu dans la façon de penser. Et je pense que ça peut rebuter. Donc, il faut vraiment faire attention à comment est-ce qu'on aborde le sujet. Parce que le projet sur lequel j'ai été, il emporte encore les séquelles. Il y a quelques trucs qui feraient bondir certaines personnes dedans. Parce que au début, je pensais avoir compris, mais en fait, on se rend compte qu'on comprend peut-être pas forcément toutes les subtilités au début. Donc, le mettre systématiquement, je pense qu'effectivement, c'est peut-être un peu prématuré. Et il faut amener plutôt les gens petit à petit à découvrir comment ça fonctionne et en étant surtout très bien accompagnés. Ouais, moi je suis. Pardon. Merci. C'est... Ouais. Non, mais merci. C'est courageux de le dire, mais effectivement, quand tu as des années de pratique sur une certaine manière et que quelque part elle est confortable et que tu as un peu les pieds dans les pantoufles, se remettre en question, c'est pas forcément évident. On peut parler un peu de comment moi je suis arrivé à l'architecture hexagonale. C'est en rencontrant les Software Crafters de Lyon, un groupe dans lequel je suis. Voilà, moi j'ai été vraiment épaté par cette méthode parce que je cherchais des réponses sur la maintenabilité des applications, des solutions que je ne trouvais pas par moi-même, mais que j'essayais un peu en gratouillant sur des projets perso. Et pour moi, la révélation, alors déjà, outre le fait de le voir et de se dire waouh, c'est quand même vraiment extraordinaire, il y a des éléments de code sur des projets perso que j'ai développés des deux manières. En design upfront, on pourra d'ailleurs aussi, si dans le chat on utilise des mots qui sont pas clairs, genre design upfront, ça vous parle pas, on peut décrire. Et donc des trucs que j'ai développés en design upfront et sur lesquels je suis revenu ensuite en TDD notamment, qui est une méthode aujourd'hui que j'utilise pour du développement et que je classe dans la série des choses domain driven design friendly, comme l'architecture hexagonale, la clean, etc. C'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. Quand tu sais le faire et quand tu l'as pratiqué, c'est fou. C'est juste fou. Moi, je reviens pas en arrière. Il est vrai qu'en fait, j'étais toujours un peu fâché avec le test. Certains se reconnaîtront facilement où tu atterris dans une boîte où on dit tu fais pas les tests, ça prend trop de temps. Puis c'est pas grave, de toute façon ça va changer. Donc ton test il servira à rien, etc., etc. Donc je pense que tout le monde se reconnaît un peu là-dedans. A dû passer par une boîte où il a entendu ce genre de réflexion. Et en gros, c'est vrai que quand j'étais pas très très fort en test, j'ai jamais été vraiment très fort d'ailleurs en test, et quand je suis arrivé, à un moment donné, je me suis dit, en mettant l'archi hexagonale, c'est assez compliqué, mais c'est vrai que ça rend finalement la testabilité beaucoup plus simple en découpant, contrairement à une application en couche où des fois on a un service qui fait 200-300 lignes et qui fait tout en fait dedans, bon, outre le fait que c'est mal découpé, mais ça c'est une autre histoire, le fait est que c'est quand même effectivement bien plus facile de faire un test quand on a vraiment une architecture hexagonale, là où des fois il faut se dire putain mais je dois moquer 15 services, 12 repositories, ça m'envoie des données qui proviennent de droite à gauche, honnêtement on tombe là-dessus, on se dit c'est même pas la peine, je vais même pas le faire en fait le test. Je rebondirai volontiers sur ce que tu as dit. Donc, moi, je suis donc Étienne Gandry, je suis architecte solution chez Hippon Technologies. Et donc,
Du coup, à ce titre-là, j'ai travaillé avec des équipes qui faisaient justement de l'architecture exa et j'ai vu les deux côtés. Des fois où ça s'est très très bien passé et j'ai un exemple en tête où ça a été un petit peu plus compliqué. Et à chaque fois, que ça soit bien ou mal passé, ça a été pour des questions de pérennité, des questions de maintenabilité du code dans le temps. Alors pour rebondir sur ce que tu disais, ce qui vraiment, moi, m'impressionne quand je vois des devs qui font de l'architecture exa, c'est que l'architecture exa, ça oriente, c'est pas simplement juste une architecture, mais ça oriente vers tout un ensemble de pratiques. Donc tu citais tout ce qui était plus capacité de testabilité qui est beaucoup plus importante. J'ai envie de dire que l'architecture exa, elle tire justement ces pratiques de craft. Et j'avoue que j'ai été, je pense à certains projets très, très, très émerveillés du coup de la capacité avec laquelle les développeurs étaient capables de modifier du métier sans que ça ait un impact, alors sans tout casser, quoi, pour le dire clairement. Donc, sur la pérennité de l'application, sur sa maintenabilité, un avantage clair. Et dans le même temps, un exemple en tête où l'application est repassée côté client et la transition a été assez difficile avec des équipes qui n'étaient pas initiées justement à l'architecture exa et aux pratiques craft en général, et où justement il y a eu un petit retour en arrière et une espèce d'hybridation entre des pratiques d'architecture exa et puis des pratiques plus en couche, qui fait que finalement, voilà, ça n'a pas été non plus ça n'a pas été une catastrophe, mais ça n'a pas été un succès, en tout cas en termes d'adoption chez le client. Donc voilà, les deux aspects, et finalement, pour la même raison, ça peut très bien marcher ou très mal marcher pour des questions de maintenabilité. Parce que je pense qu'en fait, c'est loin ce que je disais, c'est que je pense que les gens qui n'ont pas l'habitude, s'ils ne sont pas accompagnés, pour à la catastrophe. Moi, les premiers temps où je me suis mis dedans, déjà, le premier truc que je me suis dit, pas comme code boilerplate là-dedans, quoi. Je passe. Je m'étais même, pour m'entraîner sur le sujet, parce que je voyais que je galérais quand même pas mal à le mettre en place. Et je me fais, comme beaucoup de gens, je pense, des petits projets à droite à gauche dans mon coin et qui me servent notamment de proof of concept pour technologie, etc. Je me suis amusé à remplacer et je crois que j'ai fait x2 en termes de ligne de code en passant d'une architecture en couche à une architecture exa. Donc ça peut être aussi un problème. Il faut, je pense, amener les gens en fait à voir les bénéfices, et tout en leur expliquant de pourquoi est-ce qu'ils vont écrire 3 fois plus de classes que ce qu'ils feraient avec une architecture en couche. Et s'il n'y a personne effectivement pour les accompagner, pour les aider, etc., je pense que c'est ce que je dis, c'est-à-dire en gros, tu le mets à disposition du client, personne ne sait comment ça marche, ils vont se dire mais qu'est-ce que c'est que cette merde, quoi. Clairement, l'aspect vous écrivez plein de code qui sert à rien, c'est la première chose qu'on entend quand quelqu'un qui n'a pas fait d'architecture exa et surtout qui n'en a pas vu les bénéfices sur la maintenabilité sur le long terme. C'est la première réaction qu'on a, quoi. Qu'est-ce que c'est que tout ce code avec voilà, où on passe notre temps à transformer des classes en d'autres classes. C'est ça. Alors, j'interviens un peu dans la conversation. En tout cas, tout ce que vous dites est assez intéressant. Je vais aborder un point de vue qui est moins le point de vue de l'accompagnement des équipes. Moi, l'architecture hexagonale, il y a 2 aspects. Le premier aspect, c'est que je la trouve géniale parce que ça crée quelque chose, on en parle un peu dans le DDD, c'est prendre la complexité métier, la mettre au cœur de nos systèmes d'information. Et quand on fait ce choix-là, on encourage les développeurs à aller au-delà de leur zone de confort, c'est-à-dire aller parler au métier. Et pour moi, ça, c'est très important. Je suis product manager aujourd'hui chez Hippon, j'ai été architecte, et c'est très important pour moi que les développeurs participent aux ateliers métiers et comprennent les enjeux métiers, pourquoi on fait des choix, et que ça se retranscrive après au sein du code. Maintenant, quand on parle d'architecture hexagonale, moi, j'analyse souvent 2 choses de façon macro. Cette complexité en termes de complexité métier et la fréquence de changement et d'évolutivité des systèmes. L'évolutivité des métiers à géométrie variable dans les entreprises, il y a certains systèmes qui évoluent plus vite que d'autres, qui sont plus complexes que d'autres. Et pour moi, c'est important de les différencier. Je vais prendre un exemple pour illustrer mon propos qui est un retour d'expérience. C'était un projet sur lequel j'étais architecte et
grosso modo, c'est une entreprise qui installait des capteurs sur des ponts. Et le but, en fait, c'était que ces capteurs remontent des informations pour pouvoir analyser le niveau de santé du pont. Est-ce qu'il va s'écrouler dans pas longtemps ou pas? Je ne sais pas si vous vous rappelez du drame qu'il y a eu il y a quelques années avec l'éboulement du pont en Italie. Et l'entreprise voulait remédier à ça. Et on s'est rendu compte en analysant le système qu'il y avait trois sous-systèmes finalement, ou des microservices si vous préférez. Il y avait un qui concernait l'installation des capteurs. Ce système-là avait plusieurs règles de gestion, plusieurs règles métiers importantes. Il y avait une certaine réglementation à suivre, certaines choses auxquelles faire attention. Et sur ce bloc fonctionnel-là, on a fait le choix de mettre une architecture hexagonale parce qu'on était sur un métier apprenant, c'était nouveau, et on était sur quelque chose qui allait évoluer, qui allait s'améliorer et sur lequel il fallait centraliser les compétences métiers. Mais à côté de ça, pour tout ce qui est monitoring des appareils, c'est-à-dire l'appareil te dit s'il est on ou off, on n'allait pas mettre en place l'architecture hexagonale. Tout ce qui était vente de la donnée, parce que la donnée en fait qu'extrayait les capteurs était revendue à des clients, on n'allait pas mettre non plus d'architecture hexagonale parce que c'était vraiment de la transformation à plat pour redistribuer telle quelle la donnée brute auprès des clients. Et le tech lead que j'avais à cette époque-là avait fait le choix de mettre l'architecture hexagonale partout, sur les 3 microservices. Il m'a dit c'est génial, j'ai envie d'y aller, ok, je vais les mettre partout. Et 1 mois plus tard, il revenait vers moi en me disant finalement, les 2 microservices qui consistaient juste à remonter de la donnée et la mettre à jour et de l'autre côté vendre de la donnée brute, bah finalement l'architecture hexagonale me demande plus de temps en termes d'évolutivité parce que c'est juste des mises à plat, finalement des transformations à plat. Mais par contre sur la partie installation, oui c'est nécessaire parce qu'on a fait évoluer le modèle. Donc je pense que c'est vraiment à géométrie variable, il faut bien analyser le système et faire les bons choix locaux et ne pas le faire partout. Point de vue sur le... Bah pareil, je vais rebondir un petit peu sur la notion de systématique un petit peu. Alors moi, l'architecture exa, j'étais élève d'Hippolyte sur un projet. Je l'ai découvert, j'ai vraiment. Alors je rejoins tout ce qui a été dit sur les tests, c'est vraiment plus simple. Ouais, c'est sûr que isoler, les composants sont bien isolés, ils sont faciles à tester et du coup les tests viennent tout seuls. Donc ça c'est un gros plus. Bon par contre, je rejoins aussi sur le nombre de classes. Vraiment, c'est hallucinant. On veut rajouter un champ, on en modifie, si on compte les classes de test avec, au moins 6 ou 7, quoi. Donc, alors, c'est vrai que moi, je viens du monde de l'embarqué. Je viens d'un monde où on n'avait que 4 kilooctets pour faire un contrôleur PID. Et j'aime bien comprendre le chemin que fait la donnée dans mon CPU. Et en fait, j'ai l'impression que dans les architectures exa, on passe notre vie à mapper, démapper, remapper. Voilà. Alors en même temps, en Java, si tu arrives à comprendre le chemin dans le CPU avec une VM, t'es quand même balèze. C'est pour ça que le Java, bon voilà. Non, mais c'est vrai que voilà, des fois, c'est vrai que quand on regarde, non mais vraiment, qu'est-ce que ça fait et parfois, je suis arrivé sur certains projets qui faisaient de l'exa, mais qui en fait, en vrai, qu'est-ce qu'ils transmettaient dans l'API JSON, c'était exactement ce qu'il y avait dans la base. Il y avait au moins 5 ou 6 mapping, remapping, démapping, machin, pour en fait aller regarder ce qu'il y a dans la base. C'est bien, mais bon, je pense que c'est quand même important de se dire, c'est quoi mon métier? Est-ce que j'ai vraiment besoin d'avoir un métier fort avec des règles métiers importantes? Dans plein de cas, ça va être important. Et là, l'exa a toute sa place. Si tant est qu'on ait une équipe qui comprenne derrière, dans certains cas, je trouve que c'est effectivement un peu overkill. Bon, moi, je fais aussi pas mal de dev au niveau custom sur de la domotique, sur des microcontrôleurs, des trucs comme ça. Alors moi, je fais maintenant, je suis plutôt sur la partie DevOps. Je fais du Go sur des plugins, des choses comme ça. Je me vois mal quand même faire de l'architecture exa dans un driver du noyau Linux, quoi. Ça me paraît compliqué. Donc c'est le côté systématique qui me dérange. D'ailleurs, je rebondis sur un exemple que tu as donné. Quand tu dis oui, pour extraire la donnée de la base de données, on fait des transformations, de retransformations. Je pense qu'il faut, même si on fait le choix de l'architecture hexagonale, il faut recontextualiser. Si tu transformes des données dans ton système, oui, tu dois appliquer des règles métiers, tu centralises ton métier pour transformer une donnée, pour changer ton état. Par contre, quand tu extrais les données des informations de ton système, t'es pas obligé de repasser par là. Parce que normalement, les reads ne sont pas censés avoir des effets de bord, par définition. Donc, t'es pas obligé de repasser par l'architecture hexagonale pour faire ta lecture, mais pour faire ton écriture, en effet, ça peut être intéressant de centraliser le métier.
il faut aussi faire ce choix-là en interne de ta propre application et non pas au niveau global, mais de se dire que ça sert à l'écriture, peut-être pas à la lecture et faire des choix différents également. Je vais pas sortir le gros mot, on le voit venir. CQRS, attention. Il y a un autre talk en ce moment sur CQRS d'ailleurs. Oh là là, je me lance pas dessus. Et je vais devoir faire mon rôle de rabat-joie. On arrive au bout du timing sur ce slot. En fait, on l'a carrément cramé. Mais je l'assume volontiers parce que merci beaucoup pour tous vos points de vue. C'est hyper chouette d'avoir presque... T'es arrivé presque sur la partie éco-conception, la partie embarquée, sur les choix qu'on fait en termes de... tu parlais de CPU. T'es arrivé sur la partie vraiment très, très produit. On a parlé d'architecture, on a parlé de code, de pratique. C'est hyper riche. Donc, merci. C'était hyper participatif. On va faire un petit reset, finalement, Fishbowl. Je vais devoir rappeler mon invité principal. Je dépose mon micro. Et j'ai envie de dire, je vais vous laisser volontiers dépasser le timing parce que ma foi, c'est un peu la partie émergente. On avait fait du 20 minutes, mais cette partie-là, il y avait vraiment beaucoup de répondants, donc c'était chouette de pouvoir laisser. Tiens, je vais me remettre à côté de toi, oui. Allez, c'est un vrai reset. Hein. Ouais. Comme ça, je te pardonne d'avoir dit non. C'est pas mal. On a encore envie, ils nous ont séparés, c'était sanguinaire. Ouais. Donc, très bien. Dis donc, on a de quoi ouvrir à 4 volets avec tout ça. On fait la suite, la V2. On va arriver sur le deuxième volet qui est sur les pratiques à l'échelle d'un SI. On a parlé d'architecture hexagonale, incluons-le volontiers. On parle d'Angular, de gestion des compétences, de RH. Qui est-ce que on va pouvoir recruter dans notre entreprise, dans notre système, pour venir contribuer à notre système, donc le marché du travail. En tant que dev, voilà, je l'ai un peu noté comme ça. En tant que dev, on aime bien être libre quand même sur les outils. C'est quand même pas très chouette quand on nous dit non, en fait, ça t'as pas droit, ça non plus. Mais commence par j'ai droit à quoi? Et ensuite, je sais pas si on peut le dire en tant qu'entreprise, mais on a un besoin à un moment donné de contrôler des choses parce qu'on veut payer. On va rationaliser des licences, des coûts de licence. On ne va pas payer toutes les licences du monde. Est-ce qu'on veut avoir du New Relic, plus du AppDynamics, plus du Dynatrace, plus du... À un moment donné, on veut faire un choix d'outils peut-être pour rationaliser les coûts. On va rationaliser peut-être les compétences. Tu parlais effectivement de la partie transfert de connaissances. Quand tu arrives et tu n'es pas acheté sur quelque chose que tu ne connais pas, c'est hyper pas confortable quand même. Donc, le fait d'assurer peut-être un framework commun, ça permet de donner un peu cette ligne de vie. Donc voilà, le thème est très très large. C'est la gestion un petit peu des compétences, des pratiques à échelle d'un SI, de comment est-ce qu'on fait pour faire les bons choix, dans quelles contraintes ça nous amène aussi, tous ces choix-là. Je ne sais pas si tu veux parler de ton expérience potentiellement chez Boiron. Est-ce que vous avez fait des choix qui contraignent les équipes de développement? Pourquoi est-ce que vous êtes arrivé là? Et même en tant que développeur, est-ce que tu es content de ces choix? Peut-être que tu as fait toi-même. Non, en fait, j'ai eu deux vies. Ouais, je peux parler un peu de ça. Il est là. Ok. Et il va t'en retourner. Il va pas gêner. Mais c'est très bien. Donc moi, j'ai eu deux vies en fait chez Boiron. J'ai eu une vie un peu plus où je suis arrivé. J'étais en société de service chez un concurrent. Et je suis arrivé pour renforcer une équipe d'architecture. Et donc là, effectivement, les choix d'architecture étaient déjà faits. Alors, ce qui était marrant, c'est qu'on s'était inspiré de DDD et du Blue Book. Il était quelque part dans une aile, mais c'était il y a 14 ans maintenant. Et en fait, surtout, on en avait une lecture qui était très la nôtre. Et donc, par exemple, notre notion de repository, maintenant, par rapport à celle qui est communément admise aujourd'hui, on était sur un truc, c'était un DAO, c'était pas un repository du tout, hein. Il y avait aucune notion de modèle, et on était en fait sur une architecture en couche, tout en pensant qu'on était en train d'implémenter les bons conseils de Eric Evans. Donc on était, tu vois, on avait fait, c'était notre franglais à nous, c'était notre gloubi-boulga. Donc ces choix d'architecture-là, moi je les ai pas faits initialement. Par contre, ce qui était très intéressant, c'est qu'on était 9 architectes. Sur ce périmètre-là, c'était une autre époque, d'autres budgets, avec un fort focus sur des développements spécifiques. Et donc, on était peut-être une trentaine de développeurs sur l'ensemble des applications métiers. Franchement, c'était un âge d'or, c'était un Eldorado, c'était super. Et ça a amené aussi un certain nombre de choses, comme les pratiques des différents architectes de cette époque-là, que ensuite, quand on ne s'est retrouvé plus que deux,
il a fallu rationaliser. Ça a été aussi un projet hyper intéressant, justement, de dire, bon, bah, maintenant qu'on n'est plus 9 architectes et 30 développeurs, qu'est-ce qu'on peut faire pour arriver à rendre l'ensemble maintenable? Donc, tu vois, si c'était à refaire maintenant, je serais un peu plus prudent sur mes choix de technologie, parce que il y a des moments où une entreprise a plein de sous, il y a des moments où elle en a beaucoup moins, et ensuite elle doit vivre avec un patrimoine. Et ce patrimoine-là, à petite échelle, donne ce que tu disais, c'est-à-dire, quand on est parachuté là et qu'on ne connaît pas la techno, c'est compliqué. Donc nous, par exemple, à l'époque, vous allez rire, on avait 3 mappeurs XML vers objet différents. On avait XML Beans, on avait XStream et on avait Castor XML, tu vois. Et on avait les 3 parce que un tel, il avait choisi celui-là, un tel, il avait choisi celui-là. Donc c'était un peu compliqué. Mais malgré tout, le travail de rationalisation a été aussi intéressant. C'est un travail de refactoring ou de rework comme un autre, qu'on a assumé avec beaucoup de ferveur. En revanche, petite équipe, on a mis globalement 5 ans pour arriver à tout remettre en forme, et l'industrie avait avancé de 10 ans. C'était Docker, c'était Git, c'était tout ça, et nous on avait réussi à faire en sorte qu'il y ait un seul mapper, une seule version d'Hibernate, Spring Boot en version 1 et des choses comme ça. Et donc je pense que je vais terminer mes phrases qui sont beaucoup trop longues. Si je dois retenir une chose, c'est que c'est quand même important à l'échelle d'une entreprise de se donner un certain nombre de choix, et c'est aussi important de pouvoir en déroger ponctuellement. Super. Non, j'ai pas envie de rebondir moi-même. Mais je peux continuer, hein. Parce que tu viens de nous rejoindre et je me dis que t'as certainement des avis à partager. Bah, y a Clément qui me conseillait de troller un petit peu en disant qu'effectivement il avait imposé React alors que je déteste. Visiblement, j'ai vraiment du mal avec ça et que j'aurais préféré avoir Angular, mais bon, c'est pas grave. C'est juste une petite blague parce que bon, en gros, c'est pas bien méchant. Mais par contre, en fait, je voulais faire part encore une fois de mon expérience personnelle. Donc parce que là, actuellement, je suis simple dev, mais avant ça, en fait, j'étais dans une boîte et j'étais justement leader technique. Et j'ai été confronté justement à cette problématique-là. Et donc, et en fait, je pense que c'est un débat qui peut être sans fin, mais justement, c'est un débat. C'est la soirée. Parce que, ouais, voilà, exactement. Parce que, en fait, je pense qu'on est un peu tous d'accord pour dire que faire pendant 10 ans exactement les mêmes choses dans les mêmes technos sans bouger, c'est chiant. Enfin, moi, je sais que rapidement, quand j'ai été beaucoup en société de service, etc. Et je me rendais compte qu'au bout de 3 ans passés à faire la même chose, bah, je finissais par m'ennuyer, en fait, dans les boîtes. S'il n'y avait pas de nouveautés vraiment importantes, bah, au bout d'un certain temps, je disais au revoir, je voudrais changer, je voudrais faire autre chose, quoi. Mais à côté, en fait, imposer, en fait, pouvoir changer et introduire sans arrêt des nouvelles technos, à la fin, ben, on se retrouve avec un joyeux bordel, tout simplement. Et je l'ai vécu justement dans mon ancienne société où en fait, il y avait aucune communication dans les équipes. On était un gros pôle de développement et chacun faisait les trucs dans son coin. Donc déjà, ça a posé énormément de problèmes. Le premier, c'était quand il y a quelqu'un qui venait d'une autre équipe, il comprenait rien à ce qu'on faisait, il comprenait rien aux technos qu'on utilisait parce que lui était en struts avec du SQL. Nous, on avait du Wicket avec du Hibernate, d'autres faisaient encore d'autres technologies. Enfin bref, c'était au niveau de l'entreprise, c'était un carnage déjà. Donc résultat, souvent, ben ça bougeait pas beaucoup entre les équipes. Les gens avaient presque peur de changer. Il y a que les plus motivés. Bon, tu me diras, ça permet de filtrer au final. Donc ceux qui sont motivés, ils viennent et puis bah ils vivent 3 à 6 mois d'enfer avant de commencer à s'amuser, quoi. Donc, mais je pense qu'effectivement avoir une ligne directrice et surtout, moi je faisais mes choix pour en fait par rapport aux compétences de l'équipe. Typiquement, j'avais imposé justement d'utiliser du Spring Boot avec du Angular parce que je savais que toute l'équipe connaissait finalement Spring, pas forcément Spring Boot mais Spring, donc forcément ça allait dans le bon sens et avait déjà travaillé sur de l'Angular. Et j'ai un gars qui était très calé, j'espère qu'il me regarde pas sinon il va m'en vouloir, et qui ensuite est venu me voir et il me fait ouais mais non, on pourrait essayer autre chose, je connais une technologie, je me souviens même plus c'était quoi le nom, c'était un truc dont je n'avais absolument jamais entendu parler, je suis allé voir sur internet, trouvais quasiment aucune info là-dessus et je lui ai dit non, clairement non, ta technologie ok, bah si ça t'amuse peut-être, mais personne dans l'équipe ne connaît à part toi. On a des projets avec des deadlines très short, si je mets ça là-dedans, on va se tirer une balle dans le pied, quoi, clairement. Donc globalement, je pense que quand c'est comme ça, il y a les deux écoles qui s'affrontent. Il y a le fait que oui, généralement cette personne-là faisait un peu la gueule parce que on faisait travailler sur des trucs qui l'intéressaient pas trop. Mais à côté, si tu commences à mettre un peu tout ce que tu veux et n'importe quoi, tes projets, ils courent à la catastrophe, quoi. Donc je pense. Yes, je vais aller sur la partie, sur plusieurs pans, sur la partie peut-être sécurité, lead time,
la partie aussi détail. En fait, dans l'architecture hexagonale, pour reprendre le thème de tout à l'heure, mais je vais surtout pas rester dans ce thème-là, il y a un principe, c'est on dit que l'infrastructure, c'est un détail d'implémentation. Et en fait, j'ai tendance à vouloir aussi appliquer cette partie-là sur le choix des outils. Et je sais pas, en fait, on peut tourner l'argument dans les deux sens. Ça veut dire qu'on pourrait dire, OK, bah, très bien, faisons de l'Angular plus du React plus du Vue. On pourrait très bien faire ça parce que c'est un détail. Mais en même temps, moi-même, je me l'applique plutôt dans le sens de dire, si l'entreprise a choisi quelque chose et que rationnellement, c'est mieux pour elle, c'est pas si grave, quoi. Je dormirais pas plus mal du fait que je doive développer sur un back-end TypeScript ou Java ou faire du front-end Angular ou Vue ou React, parce qu'à la fin, on va essayer de servir de la valeur métier et c'est plutôt ça qui est passionnant. Ensuite, je travaille actuellement en mission donc, pour BPI France, dans une Digital Factory à près de 300 personnes. C'est des contextes métiers assez passionnants. Et on arrive sur une notion de plateformisation. Et ce que je vois dans les choix, dans ces choix de standardisation, pour le coup, on fait uniquement de l'Angular. On est sur des stacks back-end Java. Mais dans ces choix de rationalisation, ce qui est vraiment très confortable, c'est que tu peux demander de l'aide à n'importe qui. Et n'importe qui pourra t'aider. Donc, c'est-à-dire que tu lèves la main sur une problématique et en fait, le copain, la copine de l'équipe voisine va pouvoir venir t'aider. Donc, il y a une question de communauté et d'entraide de la communauté qui est hyper fort quand on arrive à aussi rationaliser. Et c'est tellement une question de coût. Ça, c'est le truc un peu chiant quand on est dev, on se dit peut-être que ce truc n'existe pas, mais en réalité, quand on prend la sobriété budgétaire, donc à budget contraint, il faut qu'on fasse des choix un petit peu peut-être éclairer là-dessus. Je ne sais pas si éclairer c'est mon terme, mais en tout cas on a besoin de faire des choix rationnels sur cette partie-là, de se dire mais en fait non, ça va nous coûter beaucoup trop cher, donc la partie maintenabilité on doit le faire. Donc je suis plutôt effectivement à me dire que ces choix d'architecture, enfin ces choix d'entreprise, de système d'information, à un moment donné ils deviennent peut-être nécessaires sur cette partie de gestion de la connaissance, de gestion des coûts, de gestion des licences. De standardisation. On a des nouvelles qui arrivent qui n'ont pas autant de bagages potentiellement que nous. Ils n'ont pas eu le luxe de toucher à toutes les technos et à un moment donné, il faut qu'on ait peut-être des standards, qu'on puisse les aider sur ces parties-là. Et la dernière chose, c'est la partie aussi sécurité. Je vois qu'on a mené un gros chantier de gestion des vulnérabilités dans l'écosystème. En fait, quand on a tous le même écosystème, c'est assez facile, entre guillemets, on a mis beaucoup d'efforts dessus. On a fait un gros temps fort, toutes et tous ensemble, pour traiter toutes les vulnérabilités de l'écosystème globalement. Si on avait été multistack, je pense que ça aurait été une catastrophe. Si on avait eu des vulnérabilités Nest, plus Java, plus .NET, plus dans tous les sens, je pense qu'on s'en serait pas sorti. Voilà. Ouais, je voulais apporter un argument qui est en faveur de laisser le choix aux équipes de faire. Bon, c'est vrai que moi j'aurais été plutôt dans le sens de la standardisation, mais quand j'ai lu alors je sais pas si vous connaissez l'étude Accelerate, qui a été publiée il y a quelques années, et qui apporte une observation assez scientifique des projets et comment travaillent les équipes. Il découvre un lien entre 24 pratiques qui ont un lien direct avec la performance des équipes. Et c'est très intéressant à lire, je le recommande vraiment parce que ça apporte un peu d'objectivité à ce domaine. Et j'étais surpris de voir que parmi les 24 pratiques, celle de laisser choisir laisser les équipes choisir leurs outils, ça participe en fait à la qualité du travail. Alors, faut lire un peu plus en détail pour voir comment ils ont fait. Mais je pense que ça fait sens dans le sens où c'est pas tant est-ce que j'aime travailler avec cette techno, mais plutôt est-ce que c'est la techno qui va correspondre à mon besoin? Est-ce que c'est la librairie qui va correspondre à mon besoin? Et au final, c'est est-ce que ça va amener à une meilleure performance? Et quand on dit performance, ce sont des métriques telles que la fréquence de déploiement et le nombre de déploiements qui ont raté, et avec deux autres que j'ai oubliés dans l'étude. Et donc, je pense que ça vaut le coup de prendre ça en considération quand on demande faut le faire ou pas. Juste pour savoir, cette pratique, ça indiquait choisir, tu as dit choisir les outils, ouais. Mais jusqu'à, est-ce qu'il y a un niveau en fait parce que typiquement, par exemple, je sais que moi, développer sur Windows, je déteste, je préfère largement développer sous Linux, mais justement, ce genre d'outils,
techniquement, ça n'apporte aucune problématique au produit qu'on va développer. Oui. C'est au contraire, même ça va peut-être même aider. Donc, est-ce que c'est à quel niveau en fait à peu près Je pense que c'est en général, ça veut dire que ça va être non seulement la techno, mais aussi les outils qu'on Ouais, moi, il utilise. me semble que c'est surtout la stack, mais genre la base de données, ça va être dedans. L'OS, je pense pas. Pour aller dans ton sens, je t'invite vraiment à lire Accelerate. C'est super. En audiobook aussi, ça se fait. En faisant les courses, l'audiobook est extra. Et je rajouterais que sur Accelerate, moi, ce que j'en ai retenu, c'est surtout la méthode. Alors là, pour le coup, je m'adresse au product manager ou au product owner. Pour moi, il y a dans Accelerate le meilleur guide de sondage et de comment obtenir la vraie information en entreprise, loin de est-ce que vous faites du DevOps? Bien sûr que je fais du DevOps, c'est le nouveau buzzword à la mode. Si je te dis pas que je fais du DevOps, je vais passer pour un ringard. Donc oui, je fais du DevOps. Et donc, elle explique ce biais-là, qui est très humain, qui est celui de ne pas passer pour un con. Et donc, comment finalement aller chercher l'information? Combien vous faites de déploiements par jour, par semaine, etc. Et donc, chercher une vraie métrique qui permet de savoir si la personne fait du DevOps ou n'en fait pas. C'est extraordinaire pour des interviews utilisateurs et pour aller chercher la valeur. Là, je crois qu'ils ont utilisé des façons de faire des questionnaires, comme en sociologie, etc. Et donc c'est tout un art, c'est pas facile à faire, mais nous, on fait comme ça. On regarde plus les questionnaires de la même manière, et surtout les questionnaires entreprises qui sont envoyés, qui sont souvent faits par les services de la com. Ça devient assez amusant. Je voulais réagir par rapport à ce que tu as dit et aller un peu dans le sens de ce que disait Cédric tout à l'heure. En fait, moi, je fais un espèce d'hybride entre les deux. C'est-à-dire que pour moi, c'est important que l'équipe choisissent avec moi la technologie, notamment quand elle veut en changer. Parce que au-delà du troll, effectivement, j'ai choisi React dans l'entreprise. Il y a de bonnes raisons à ça. Je fais du Vue à titre personnel et j'estimais, avec mes compétences de Vue, que c'était pas adapté à ce qu'on faisait. Alors, c'était du Vue 2. Voilà, peut-être que Vue 3, maintenant, notamment sur la partie internationalisation et son intégration avec Storybook, sont moins calamiteuses qu'en Vue 2. Mais mon point de vue, c'est que Vue 2, je voulais pas imposer ça aux équipes parce que je le connaissais bien et que je butais déjà sur les problèmes. Et je voulais pas Angular parce que j'ai connu la transition AngularJS vers Angular. Et en tant que client de Google et donc client mécontent de Google parce que je trouve qu'en termes d'accompagnement, ils ont été nuls sur cette transition-là, je ne voulais surtout pas revivre ça et faire revivre ça aux équipes. Donc React s'est imposé à moi comme le seul choix à peu près crédible, au-delà de Svelte, au-delà de tous ces produits-là qui n'étaient pas encore aussi matures qu'ils le sont aujourd'hui. Donc ça, c'est pour répondre aux trolls. Néanmoins, sur les choix de technologie, et tu pourras en témoigner, voilà, si tu en as besoin, il y a eu des moments où je vous ai réunis, alors moi j'appelle ça par chapitre ou par chapelle, c'est-à-dire que quelque part je prends le corps de métier. Alors chez nous les équipes sont toutes petites, donc c'est facile, un corps de métier c'est 2 ou 3 personnes, grand max. Mais globalement, on serait 10 ou on serait 20 ou on serait 30, ça serait la même chose. Je préfère faire venir tout le monde et dire, bon, alors, les gars, on a un truc à décider. Aujourd'hui, par exemple, EasyMock c'est nul et tout le monde veut aller à Mockito. Est-ce qu'on est OK avec ça? Est-ce qu'on a envie de faire une transition en tant que groupe pour abandonner l'ancienne technologie pour aller maintenant sur la nouvelle parce qu'on est d'accord que sa façon de moquer est plus intéressante, son interface elle est plus sympa, etc. Est-ce qu'on est OK aussi pour se faire le chantier de migration qui va avec? Donc nous, on n'a pas fait EasyMock Mockito, ça c'était dans mon ancienne vie, mais avec vous, on a fait Lombok, parce que vous me disiez, aujourd'hui, écrire tous ces getters et ces setters, c'est nul, ça n'apporte pas de valeur, les builders, les écrire à la main, ça m'ennuie, les tester ensuite à la main, ça m'ennuie, alors que Lombok le fait tellement bien, allez, dis, s'il te plaît, est-ce qu'on peut faire du Lombok? Et je vous ai dit, c'est vous qui assumez les applications, donc si vous voulez Lombok, vous venez. Par contre, si vous n'êtes pas content après, n'hésitez pas à revenir me voir, et on fera le détricotage inverse, et on fera un Rex surtout de ça. Parce que ce qui m'importe, c'est de garder la cohérence dont parlait Cédric, pour garder quelque part une voilure un peu, voilà, pas avoir trop de prise au vent, et en même temps que l'équipe s'éclate sur des technos sur lesquels elle a envie d'aller, avec des arguments où elle se dit, bah ouais, mais en fait, là, je suis quand même sur la techno ringarde du siècle dernier. Alors nous, les siècles, ils avancent par paquet de 5 ans, mais c'est un peu l'idée, quoi. Mais c'est ça, c'est l'équipe choisit et l'équipe assume. Exactement, ça vient avec, ça vient. Mais c'est surtout, en fait, ça recoupe ce qu'on disait, à savoir jusqu'à quel niveau on est prêt à laisser de la liberté. Typiquement, ajouter Lombok, ça va pas non plus te tuer sur ton projet complètement. Choisir...
Et là Spoiler aussi- alert. Spoiler Là alert. aussi, je pense que j'ai des oreilles qui sifflent aussi, effectivement, mais bon. Mais voilà, et d'ailleurs, on le voit d'ailleurs dans les projets, il y a un mix un peu Lombok et non Lombok, parce qu'il y en a, il y a les pour et les contre de toute façon, donc C'est même pas- au sein de l'équipe. C'est quoi, pas une donc, techno qui est prescriptrice au sens où tu peux te permettre de ne pas l'utiliser, donc c'est pas grave. C'est pas comme un framework quelque part, Voilà. c'est plus une lib. c'est plus ça, parce qu'au niveau libre, je pense qu'effectivement, on a tout à fait, je suis tout à fait d'accord pour effectivement laisser le choix. Par contre, voilà, Angular ou React, et typiquement, je vais pas c'est pour ça que je disais que c'était un troll tout à l'heure, parce que je l'ai vécu aussi, la migration AngularJS Angular, et donc c'est pour ça que oui, les produits Google, il faut se méfier, même si à l'heure actuelle, je pense que Angular, il y aura plus trop de problèmes à ce niveau-là. Le fait est que oui, c'était un choix. Même comme je dis, j'aime pas trop React, mais en fait, je le comprends le choix. Ils ont tué Polymère. Et il faut bien, passer Polymère. à un moment donné de toute façon sur ces décisions-là. Donc, je pense que c'était une décision qui était réfléchie. Merci, merci. Je te remercie, même si tu as dit des choses beaucoup trop bien sur Lombok. Mais c'est oublié. Je vais essayer de rebondir sur cette partie de choix. Choix, React, Angular, Vue. Et du coup, on va arriver sur le troisième thème. Quand tu fais ces choix, comment est-ce que tu fais pour documenter tout ça? Est-ce que tu utilises un dossier d'architecture technique, un DAT, le fameux DAT, qu'on range dans un placard et qu'on ne ressort peut-être jamais? Est-ce que tu utilises des architectures decision record pour prendre des décisions avant ou après? Comment est-ce que tu les utilises? Est-ce que tu utilises des choses qui sont beaucoup plus émergentes comme partie? Comment est-ce que tu documentes tout ça avec ton chapitre, ta chapelle? Voilà. Quelle est la pratique finalement? Comment est-ce qu'on fait pour s'en sortir dans des systèmes qui sont de plus en plus évolutifs, autant d'un point de vue technologie que besoin métier, où on essaye vraiment de plus en plus de répondre à la valeur métier, et donc à l'évolutivité. Et je te laisse la parole. Plein de choses, plein de choses. Alors la documentation, c'est voilà, il y en a qui ont déjà commencé à rigoler quand ouais, j'adore franchement, j'adore la documentation. J'adore faire la documentation pour les devs. Ça, c'est un truc, moi, ça m'éclate. C'est généralement Pierre qui est là justement pour la partie infrastructure. On a un peu travaillé comme ça. En fait, il me montre et je documente. Rib. Ouais, parce qu'en fait, j'aime bien consolider la connaissance. En fait, la connaissance, quelque part, elle est chez lui. Et moi, j'aime bien vérifier au travers d'une doc que j'écris, en la lui faisant lire ensuite, que j'ai bien intégré. Donc, quelque part, ça, j'aime bien. Ça, typiquement, sur l'infra, qui n'est pas mon métier de base et sur lequel je suis un padawan, j'ai utilisé cette approche-là et j'en suis plutôt content. C'est-à-dire que moi, ça m'a aidé à vraiment progresser et je me considère comme un SRE, DevOps, ouais, un SRE, on dit plutôt, capable. On va pas dire compétent, mais capable, voilà, je peux faire des trucs. Donc ça, c'est une manière de faire. Ensuite, la plupart de mes camarades savent que j'aime énormément faire des schémas. Je trouve que la communication visuelle est un truc qui est hyper important. Et plus que la communication visuelle par le schéma, c'est la fabrication du schéma qui me paraît importante. C'est-à-dire qu'un schéma, c'est pas parce qu'il existe qu'il n'est pas là pour être refait. Quand quelqu'un arrive et que je fais un onboarding, alors on a des docs d'onboarding, on a des éléments qu'on peut faire lire, notamment quand on n'est pas disponible pour accompagner la personne. Mais pour moi, le meilleur onboarding, c'est celui où il y a un humain avec la personne pour expliquer un certain nombre de choses. Et j'adore faire les schémas parce qu'un truc qui est trop souvent oublié sur la représentation visuelle, c'est la dynamique. C'est-à-dire comment il faut le lire, ce schéma, dans quel ordre? Eh ben, je vais créer d'abord peut-être un bloc back-end et on va décrire ce bloc back-end. Je vais créer un bloc front-end et on va le décrire. Et ensuite, on va le mettre dans une infrastructure. Donc, on va circonscrire ça. Ah, tiens, ça se passe dans Azure. Mais il y a quand même une partie qui est hors Azure. Toujours Azure, évidemment. On va mettre les différents services SaaS qui sont à côté pour montrer quelles interactions on a. Et tu vois que cette dynamique-là et cette vie qui en fait se traduit ensuite dans le système, je trouve qu'elle est intéressante à faire. Donc ça, c'est un outil que j'ai. Mais pour la documentation, par exemple, si je veux faire un schéma, je vais le faire soit au paperboard si on est en présentiel, soit sur Excalibro parce qu'il y a ce côté un peu cracra, un peu voilà, mal fini qui dédramatise le schéma et qui le rend informel, et j'aime bien le côté informel, ou alors je vais aller sur des approches Structurizer. Ça, on pourra en parler un peu plus tard, parce qu'il y a des choses à dire sur Structurizer et sur les modèles C4. Voilà, je vous renvoie à tout, je sais plus comment il s'appelle, Smith, non,
Sean, je sais plus. Le mec qui a inventé C4 et Structurizer. Le nom me reviendra. Simon Brown, voilà, Simon Brown. Il y a des trucs hyper intéressants sur ce qu'il a à dire. Et après, moi, je suis un grand fan de la documentation proche du code. Donc là, ils m'ont trollé aussi tout à l'heure sur Confluence. Pour moi, la doc proche du code, c'est aussi l'assurance que peut-être, sur un malentendu, elle va être maintenue. Et Dieu sait que c'est important pour moi, pour une doc technique, qu'elle puisse vivre avec le reste, parce que sinon, c'est ce que tu disais de nos DAT si datés, c'est qu'ils terminent sur des étagères, ils ont été écrits day one avec une vision, et ils n'ont pas subi la vie, l'émergence, la correction, l'adaptation, et donc ce sont des trucs obsolètes dont on se dit finalement, est-ce que ça valait le coup de passer autant de temps dessus ? Je te rejoins pas mal sur tout ce que tu as dit. Alors, je suis assez amusé sur un côté qui est le côté schéma, parce qu'on doit être câblé un petit peu pareil. J'aime énormément les schémas. Parce qu'ils ont aussi un autre intérêt, c'est que quand on est dans une posture où on cherche à comprendre quelque chose, on pense l'avoir compris, on le représente sur un schéma, on remontre le schéma à la personne, et on nous dit... Oui, c'est ça. Enfin, pas tout à fait. Et là, c'est là qu'on rentre vraiment dans le dur et dans les choses qui sont extrêmement intéressantes. Donc, le schéma apporte cette médiation-là que je trouve extrêmement intéressante. Un autre point que je crois que je voudrais souligner, c'est que la documentation en tant que telle, la vraie question, c'est à quoi elle sert ? Pour qui ? À quoi elle sert ? Et je distinguerais bien en fait deux cas de figure qui sont alors le cas de figure où on a un projet, on a une petite équipe de projet qui vit sa vie dans son coin et qui a besoin d'un petit peu de doc. Et dans ces situations-là, j'ai tendance à... Alors moi j'ai fait aussi pas mal en tant qu'archi, pas mal de doc, et je fais un peu de doc aussi développeur, encore une fois un peu câblé pareil. Et en documentant finalement uniquement presque à la demande. Et c'est comme ça que finalement il y a le plus de valeur, parce que une doc qui est jamais lue, ça sert juste à rien. Si c'est pour faire du passage de connaissances, et au moment où on va faire le passage de connaissances, on fait un petit peu de doc, et c'est bien à ce moment-là. Et donc il y a vraiment cet aspect un petit peu opportuniste. Ce qui évidemment faut pas durcir le trait complètement en disant on va surtout pas poser une architecture avant de commencer, ou voilà, faut pas tomber non plus dans l'extraverse évidemment. Et il y a d'autres types de projets. Ce sont des projets de plus grande envergure, des projets qui sont dans des organisations qui sont déjà très établies, où on a des règles de sécurité, où on a des guidelines, où on doit montrer patte blanche avant de déployer. Là, on n'échappe pas à la doc upfront, on n'échappe pas à la doc au dossier d'architecture technique, on n'échappe pas à tout ça. Et derrière, il y a vraiment un réel enjeu, se dire, bon, est-ce que cette doc, c'est un truc qui nous a bien embêtés, pour pas dire autre chose, qui nous a servi à avoir un laissez-passer de la part de la cyber, de la part de je ne sais qui a tamponné la doc. Cool, maintenant on peut faire ce qu'on veut, on n'est même pas obligé de la respecter, on a le papier signé. Et là encore, je grossis le trait, mais on se rend compte qu'il y a quand même vraiment un challenge dans les grosses organisations, avoir cette doc-là qui soit pas simplement une bonne intention de départ qui sera jamais respectée, qui soit quelque chose qui soit vivant et qui soit tenu à jour. Et on a parlé des Architecture Decision Record. De travailler sur un projet où il y a justement cette ambition-là, et j'avoue que je n'ai pas encore vu de vrais projets où c'était réellement très bien utilisé. Merci Étienne. Alors moi, juste un tout petit retour d'expérience de là où je suis actuellement. Donc je travaille moi, dans une
grosse entreprise, donc qui ne produit pas de l'électricité, mais qui la fournit. Voilà. Enfin, voilà. Donc, effectivement, on peut imaginer l'écosystème du système d'information est quand même assez gros. Et voilà, des DAT, j'en ai fait beaucoup au format Word, hein, où on a des espèces de templates qu'on remplit et on passe des mois à essayer à des zéros, puis ça finit soit sur un répertoire partagé Windows, soit sur un Teams, enfin bon bref, sur un SharePoint, enfin bref, et ça ne sert plus. Et là, globalement, j'ai trouvé ça intéressant leur manière de faire, c'est-à-dire que leur DAT, ils ont un logiciel pour le faire vivre. Déjà, c'est pas au format Word, ils ont en fait, on vient remplir tout le DAT dans une grille, donc on vient remplir la partie architecture technique, l'architecture un petit peu plus fonctionnelle, la sécu, les flux, enfin tout ça. Donc ça, c'est dans des... Voilà, on vient un peu remplir des cases et ça se base beaucoup sur les schémas, du coup. Alors, eux, ils utilisent Draw.io, du coup, et dans Draw.io, ce qui était pas mal, c'est qu'ils ont créé, en fait, des composants custom au nom du client. Et si on les utilise bien et qu'on utilise leurs composants, ils ont des parseurs. En fait, ils viennent parser, on va dire, les Draw.io que vous avez produits et dans lequel vous avez utilisé ces composants-là. Et à partir de là, par exemple, pouf, vous sortez automatiquement, il y a le fichier des flux qui est sorti à partir du schéma. Il y a les tableaux des serveurs qui est parti... Enfin, toutes les données, ensuite, les fichiers Excel sont fabriqués, on va dire, dynamiquement. Et ça va même plus loin, c'est qu'aujourd'hui, on vient faire, par exemple, chez ce client-là, tout ce qui est modification de firewall, des ouvertures de flux. Donc, ça passe en fait par, maintenant, ça se fait as code. On décrit un YAML dans un outil qui s'appelle Crossplane, qui est un Kubernetes pour pouvoir faire ces ouvertures de flux-là. Et la vérification de est-ce que j'ai le droit de le faire, ça vient interroger la brique d'architecture en API pour savoir si j'ai le droit de le faire. Et ça vient directement de mon schéma. Qui a été validé, voilà. Et ça, tout ça, c'est versionné, ça vit. Je trouvais que c'était quand même plutôt pas mal, hein, leur système. C'est-à-dire qu'on s'en sert vraiment. C'est-à-dire que le dossier d'architecture dans l'outil, j'y vais souvent. Je viens m'y référer parce que effectivement, j'ai des flux un peu partout. Donc, en tout cas, c'est la première fois que ça me sert. Voilà. Et puis surtout, c'est en lien entre la conception c'est en lien avec et la en lien vérité. direct avec c'est en lien avec l'exécution. la vérité. Et si vous voulez faire quelque chose, faire une ouverture, si votre schéma n'est pas à jour, vous ne pouvez pas le faire. Voilà. Ça a l'air très intéressant et effectivement il y a un lien avec l'utilisation. Moi j'avais un petit aussi retour d'expérience sur les ADR. Moi je me posais beaucoup la question avant d'en faire, c'est quand est-ce qu'on en fait, quand est-ce qu'on n'en fait pas, parce que aussi ça peut se multiplier et dire pour chaque décision que je fais je vais en faire. Et bon là je travaille dans une entreprise qui s'appelle Decathlon, je sais pas si vous connaissez, dans leur back-end. Et bon, la solution qui a été faite ici, qui a été prise en fait, c'est ok, on a des microservices nous. Chaque équipe donc est indépendante, autonome. Et donc tant que les décisions font partie de l'équipe, il n'y a pas d'ADR, ou alors on fait entre nous. Et en fait, dès qu'une décision impacte potentiellement une autre équipe ou impacte l'organisation en général, et bien là, on commence à faire un ADR qu'on soumet à une équipe de staff qui ensuite va venir challenger notre décision, va regarder en termes de sécurité, ok, est-ce qu'on est bon en termes d'impact, est-ce qu'on est bon, et va nous répondre si oui ou non. Et pour le système, c'est beaucoup plus simple, c'est simplement mettre un fichier Markdown avec notre ADR dans un repo Git, un repo GitHub, et mettre à jour un modèle C4. Donc moi je trouve que c'est pas mal, et surtout cette notion de on ne fait un ADR que si ça n'impacte que les autres équipes ou que ça ait un impact à l'échelle de l'organisation. Sur l'extérieur. Ça réduit le nombre d'ADR, parce qu'en fait le gros problème de la documentation, c'est qu'il y en a trop. Alors, je te rejoins, c'est assez intéressant. Je vais rebondir sur un point que tu as évoqué, notamment sur les ADR. Moi, ce que j'adore sur les ADR, c'est que ça trace le contexte de la décision. Je suis product manager, j'aime donner du sens et j'aime expliquer aux gens pourquoi on fait des choix plutôt que leur expliquer les choix qui sont faits. Je crois que c'est plus sympa que les gens comprennent
le contexte dans lequel s'inscrit un choix, parce que on fait jamais de choix définitif, les métiers évoluent, et c'est bien de pouvoir les challenger pour des bonnes raisons plus tard. Donc, j'aime beaucoup ce concept-là de documenter ces contextes évolutifs. Il y a un autre point que j'aimerais souligner, toujours avec la casquette de project management, c'est que généralement, les choix architecture peuvent être impactés par des décisions business sur 2 axes. Soit ça vous oblige à redécouper vos contours métiers de façon différente. On l'a vu avec Cédric sur un client ensemble où on a dû refaire les banding contexte. Enfin, il a dû en refaire parce qu'il y avait des nouvelles règles qui sont arrivées, donc on a dû redécouper les métiers différemment. Soit, dans une architecture distribuée, ça peut vous faire des transactions distribuées qui n'étaient pas prévues à l'avance. Par exemple, prenons un cas très simple, Amazon décide que lorsque vous passez une commande, ils n'ont pas besoin de vérifier le stock dans la partie logistique pour pouvoir vous laisser payer votre commande. Donc, ils ne font pas la vérification du stock, ils la font après coup. Et s'ils se rendent compte qu'ils n'ont plus de stock, ils vous envoient un mail d'excuse avec un remboursement. C'est la première façon de gérer. Vous avez découpé votre système, il y a le catalogue d'un côté, la commande d'un côté, la logistique d'un côté. C'est pas très grave, tout fonctionne de façon asynchrone, il n'y a pas de transaction distribuée. Un jour, Amazon décide que finalement, nous sommes en période de solde, on ne veut pas prendre de risques avec trop de process de remboursement. À ce moment-là, quand un utilisateur passe une commande, il faut à tout prix vérifier les stocks disponibles en logistique. Donc là, il vous crée une transaction distribuée. C'est une décision business. Et moi, je pense que pendant ces décisions business, quand il y a un impact aussi énorme au sein de l'architecture, c'est bien de le remonter au niveau business pour qu'ils se rendent compte de l'impact potentiel. Et là, les ADR peuvent servir à comprendre pourquoi la décision initiale a été prise, pourquoi on change de jalon, et ça permet aux équipes de s'approprier cette décision et de donner un sens à ce qu'ils font. Et pour ça, je trouve que la documentation peut être très puissante. Alors moi, j'ai une utilisation des ADR qui est un poil différente, mais en fait, ce que vous avez apporté, j'ai pas les cas d'utilisation qui fait que j'en ai besoin, donc j'en vois la valeur, mais c'est pas comme ça. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans les ADR, et c'est la raison pour laquelle j'en rédige, c'est quand je sais que je suis en train de faire quelque chose de sous-optimal, que je suis déçu de ce que je suis en train de pondre, mais à un moment donné, il faut bien sortir la fonctionnalité. Et la partie qui va m'intéresser dans l'ADR, c'est les hypothèses que j'avais au moment où je les rédigeais. Par exemple, il y a, il me semble, un champ dans une ADR qui dit voilà les alternatives qui s'offraient à moi et parmi lesquelles j'ai fait mon choix. Et j'aime bien cette partie-là, c'est celle que je travaille beaucoup parce que c'est celle qui, rééclairée plus tard au moment où peut-être on va avoir un peu plus de temps pour traiter de la dette. Là, pour le coup, c'est une vraie dette technique. Hein. J'ai fait un emprunt sur le projet et il faudra la rembourser à un moment donné. J'aime bien avoir cet éclairage-là parce que c'est pas forcément moi qui vais traiter ou voilà. Ça peut être quelqu'un qui apporte du sang neuf dans l'équipe, qui va regarder les choix et qui va faire « Oh, mais banane, bien entendu, il fallait utiliser ça. » Alors, ça existait pas, c'est pas la question. Mais en tout cas, ça apporte une bonne réponse. En tout cas, voilà, moi, les ADR, c'est surtout la partie hypothèse parmi lesquelles je pouvais choisir. Ça permet de donner ta direction technique parce que si elle prend un certain temps et que c'est pas toi qui l'as fait, ça permet de... Ouais. Il y a un autre truc que je voulais dire, c'était par rapport à ce qu'a dit Hubert tout à l'heure, c'est sur la valeur de la doc ou dans laquelle il rentre, c'est qu'en fait, elle a une valeur de référence. En fait, c'est devenu un référentiel, ce que tu décris du système. Et à ce moment-là, oui, elle est intéressante. En fait, le problème de la doc comme produit dérivé de la base de code, puisque le code est la vérité dans nos applications, c'est qu'en fait, un truc qui est dérivé mais qui n'est pas synchronisé ne sert à rien. Alors qu'un truc qui est synchronisé d'une manière ou d'une autre devient une valeur de référence et donc un truc exploitable sur lequel on peut avoir de la confiance. La doc, en fait, il faut qu'on puisse avoir confiance. Donc moi, les approches que j'ai, ce sont des approches... Là, quelque part, tu fais ton diagramme et il sert de référence parce qu'en fait, il est utilisé par des outils. Moi, ce que j'utilise un petit peu, mais alors plutôt sur des projets perso, c'est des générateurs. J'aime bien générer ma doc, notamment parce que je suis quelqu'un de visuel et je suis obsédé par l'aspect dépendance cyclique. Sur mes trucs, c'est pas possible d'avoir des dépendances cycliques. Donc, évidemment, entre classes, pas possible, mais entre packages, pas possible. Et moi, ce que j'aime, c'est être capable de les détecter. Donc ça, avec du ArcUnit ou des choses comme ça, on arrive à l'exprimer. Par contre, j'aimerais bien avoir ensuite une représentation d'à quel endroit j'ai fait mon cycle pour ensuite prendre la décision à quel endroit je le casse. Et donc, ce que j'essaie de fabriquer, là, j'ai une librairie qui, malheureusement, n'est pas encore aboutie, mais le jour où elle est en Java, je l'open source parce que le but, c'est qu'elle serve. En fait, elle te fait le diagramme plante UML de ton package qui a un problème avec les packages périphériques. Et donc, tu vois l'essence de relation et tu dis, ah ouais, mais en fait, mes modules, donc mes bandits de contexte ou mes packages, parce que tout ça est fractal, on s'en fout de savoir si c'est une classe, un package, un bandit de contexte, etc. De toute façon, le cycle, il en faut pas. Et ben moi, ça m'intéresse de le matérialiser et typiquement, aujourd'hui, on a tout l'outillage nécessaire pour ça. Et donc, aujourd'hui, dans un DAT à la papa, les diagrammes de classe, je préfère les faire émerger par mon code, quitte à faire un prototype de l'application, une V0,
qui va me servir de documentation plutôt que me frapper le plan UML équivalent, le ferait générer par du code, qui pourra éventuellement partir en production. Il y a peut-être deux notions finalement dans la notion de documentation, c'est à quel point on a de la documentation qui est proche de la production. Donc, effectivement, on a des documentations qui ne sont pas à jour, c'est le plus effroyable, c'est vraiment pénible d'avoir des genre des diagrammes de classe qui ne veulent absolument plus rien dire. Donc il y a vraiment la partie, est-ce que la documentation sert à quelqu'un vis-à-vis de la compréhension de la production actuelle? Donc c'était intéressant finalement ton retour d'expérience sur la partie finalement lien très très strict avec la production, la partie même réseau, ouverture peut-être des flux, des ports, et donc la partie aussi sécurité qu'on peut avoir derrière. Il y a certainement la partie onboarding aussi, qui est là pour le coup et de la vraie production également. On accueille quelqu'un dans l'équipe, c'est bien qu'il ait pas forcément 5 jours de documentation à lire, mais les quelques petits bouts de documentation qui lui permettent de se retrouver, d'arriver à faire, je sais pas, le bon, npm install, le bon la bonne documentation vivante qui permet de builder son projet, de comprendre qu'est-ce qu'il va utiliser. Par exemple, dans un stack Gipsterlight, on a typiquement, j'ai l'impression de toujours y revenir. On a un schéma de représentation d'une architecture hexagonale telle qu'elle est implémentée dans une stack Gipsterlight, qui peut être intéressant parce que on part du principe que tout le monde ne connaît pas forcément ceci. Donc, comment est-ce que je mets un premier pied dans cette compréhension? Et il y a une partie moins liée à la production, qui est plutôt la partie challenge et partage de connaissances. Nous, on l'utilise beaucoup dans l'écosystème justement BPI France pour partager en multi-équipe et se rendre compte qu'on a toutes et tous des morceaux de la vérité. Et le fait de le poser dans une documentation et de le challenger entre nous, donc c'est-à-dire qu'on a des rituels après hebdomadaires où on vient partager finalement ce qu'on va implémenter, le pourquoi, la notion business, pourquoi est-ce qu'on doit faire ça, pour quelle fonctionnalité, qu'est-ce que ça apporte à l'utilisateur et à l'utilisatrice, quelles sont les alternatives. Et en fait, on se rend compte parfois que juste dans la liste des alternatives, il n'y a pas les bonnes. Il n'y a pas les bonnes entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y en a d'autres certainement qu'on peut venir ajouter parce que en fait on partageait pas les mêmes morceaux de connaissances et le fait de se retrouver autour d'une sorte de documentation, ça permet de faire des meilleurs choix et donc de nous prévenir de choix qu'on va payer en dette technique 3 mois plus tard très clairement. Donc il y a vraiment cette partie vie qui est sur le partage de la connaissance, surtout dans des systèmes hautement distribués où très clairement nous on a une vingtaine d'équipes. À 20 équipes, on ne peut pas toutes et tous avoir la même connaissance. Nous, ce qu'on va tenter là, quand on aura un petit peu de temps et puis qu'on se sera remis sur ce sujet-là, pour l'onboarding, c'est des solutions comme CodeTour qui permettent au développeur, lorsqu'il est dans son IDE, la première fois qu'il va l'ouvrir, en fait de lui dire hey, mais tu es nouveau, puisque manifestement tu ne l'as jamais ouvert et donc il n'y a pas le petit marqueur qui dit que tu as déjà fait ton code tour, mais qui va justement permettre de voir le README, alors où sont les commandes utiles, le fameux npm install dont tu parlais. Voilà, on va le mettre à un endroit et on va s'assurer que le code tour permette au développeur de le trouver. Puis ensuite, voilà comment on développe nos composants aujourd'hui. Donc, désolé, c'est du Tailwind, tu vois, par exemple. Ça, c'est pour Anto qui est à la régie. Parce qu'on a fait ce choix en tant qu'équipe. Et puis... Là que tu l'as fait réagir avec Vue 2 tout à l'heure, attention. Hein. Ouais, mais je vais me prendre un taquet tout à l'heure. Et les tests unitaires, on les a mis là et on a préféré les mettre dans un dossier test parce que nous, les mélanger avec les sources, on trouve que c'est pas forcément une bonne idée. Et donc, quelque part, tu peux donner avec quelques phrases un petit peu le contexte de pourquoi tu as fait les choses. Tu le fais très simplement. Et puis, quelque part, une fois que tu as vu ces choses-là, bon, c'est un premier niveau. C'est un niveau très simple. C'est un niveau où ce qu'on se dit, c'est... Et donc c'est la dernière étape du code tour, c'est maintenant tu viens d'arriver, c'est ton onboarding. Est-ce que par rapport à ton expérience, ton setup de poste, est-ce que tu as trouvé des choses déconnantes? Parce que ta première étape, c'est maintenant de maintenir le code tour, parce que peut-être que ça a dérivé. Et donc, si tu veux profiter ou faire profiter à ton successeur de la même expérience ou une expérience améliorée, en fait, voilà, c'est ton challenge maintenant. C'est un peu l'idée. Enfin, pour l'instant, on n'est pas encore très avancé, donc j'en parle, c'est plutôt du conditionnel. Bien, merci beaucoup. On va arriver sur la fin de cette table ronde qui est finalement très très rectangulaire. Merci énormément pour tout, finalement pour vraiment cette partie vivante. C'était génial. Format, bravo à toutes et à tous. Nickel. Merci beaucoup d'avoir autant participé. T'as vu, on a commencé là et maintenant on a terminé là. C'est pour la régie. Incroyable. Ça, exactement. Je serais absolument incapable de faire un résumé de tout ce qu'on a dit. Quelqu'un veut s'y lancer? Il y a une captation, hein. Exactement.
Oui, tout à fait. Surtout, on a ouvert des volets dans tous les sens. On a de quoi faire beaucoup trop d'autres fishballs. Donc, ma foi, on se laissera guider. On va voir. Peut-être, on va se laisser un petit peu de temps. En tout cas, format très clairement à remettre. Merci encore à toutes et à tous d'avoir autant participé. Maintenant, on va fermer aussi le live. Merci à distance d'avoir participé, de vous être joints à nous. Et je suis désolé, vous ne pouvez pas être là pour la seconde partie qui est plus l'apéro. Mais merci encore.